Aujourd'hui, moi, j'ai bien hâte d'entendre cette conférence-là. On a Félix Bélanger, qui est une personne psychoéducatrice et étudiante au doctorat en psychoéducation à l'Université de Montréal et qui s'intéresse à la recherche auprès des populations là, vulnérabilisées, incluant les personnes LGBTQ+, et les jeunes en difficulté d'adaptation au milieu scolaire. Et puis aujourd'hui, Félix va nous parler d'un projet de recherche qui comporte plusieurs personnes collaboratrices. Vous les avez ici sur la première page de son diapo, de ce diaporama. Et on va parler aujourd'hui de bonnes pratiques associées à la pédagogie inclusive dans le milieu de l'enseignement supérieur au Québec. Donc, on va faire la présentation. Puis, est-ce que, Félix, tu veux garder du temps après pour des questions? Ouais. Oui? Moi, on devrait avoir au Parfait. moins 15 minutes, là, de 15 Bon, minutes. ben, parfait. Donc, voilà. Ben, je te laisse la parole pour que tu puisses présenter tes résultats. Merci. Merci Annie. Bonjour tout le monde. Merci d'être présente pour cette conférence aujourd'hui qui a pour titre Résultats préliminaires d'une étude exploratoire à propos de la pédagogie inclusive dans les établissements d'enseignement supérieur au Québec. Donc Annie m'a présenté, mais moi c'est Félix. Je suis une personne psychoéducatrice, chargée de cours puis étudiante au doctorat en psychoéducation. C'est un projet que j'ai réalisé en collaboration avec Sarah Fraser et Emmanuel Coury, qui sont respectivement professeurs à l'école de psychoéducation et professeur à l'école de travail social. On a aussi eu l'aide de Judith Desrochers-Théberge, qui est étudiante au baccalauréat en psychoéducation, et Noreen Nazari, qui est aussi étudiante à la maîtrise en psychoéducation, qui nous ont aidés avec l'analyse là, des données cet été notamment. Ah oui, puis c'est un projet de recherche qui a été financé par le CRIJAD, donc on les remercie pour leur participation là, financière. Donc, le contenu de la conférence d'aujourd'hui, donc, ce que je vous propose, c'est que je vous mette un peu en contexte d'où est venue l'idée de réalisation de ce projet-là. Vous parlez du cadre théorique en lien avec la pédagogie inclusive. Vous parlez de la méthodologie là, du projet de recherche qu'on a réalisé là, ces derniers mois. Vous présentez bien sûr les résultats de la recherche, des résultats qu'on analyse encore toujours, mais vous allez avoir un peu un petit tour d'horizon de ça. Puis je vais vous annoncer quelques limites par rapport aux données qu'on a récoltées. Puis ensuite, on va terminer avec une période de questions, d'échanges, de discussions autour des thèmes en lien avec la pédagogie inclusive. J'ai bien hâte de vous entendre par rapport à ça. Donc, l'origine et l'historique de réalisation du projet de recherche. Ben moi, ça fait quelques années que je suis chargé de cours à l'université. Je fais partie aussi du comité EDI, donc Équité, Diversité, Inclusion de l'École de psychoéducation. Puis à l'origine, on se questionnait sur des thèmes qui étaient en lien avec la pédagogie inclusive. Donc, c'est un peu une idée qui était émergente en moi là, suite à mon expérience. Puis aussi, bon, la plupart d'entre vous savez peut-être que l'Université de Montréal a publié un grand énoncé sur l'équité, la diversité et l'inclusion en 2020, là, originellement, qui vraiment là, incluait plus d'une centaine. En fait, c'était de mémoire, c'était 170 énoncés là, qui concernent l'EDI au sein de l'institution, donc au sein de l'Université de Montréal, autour de 8 grands principes directeurs. Donc, notamment, ce qui nous a inspiré, c'était que l'Université de Montréal se positionne pour soutenir la rétention et la réussite des étudiants et étudiantes qui présentent des facteurs de vulnérabilité sur le plan académique, personnel et social. On veut faire de l'Université de Montréal un milieu de travail plus inclusif qui représente la diversité des étudiants et étudiantes et qui représente la diversité de la communauté dans laquelle elle est implantée. Puis on veut faire de l'université un milieu de vie inclusif qui est exempt de discrimination et représentatif des diversités de sa communauté. Donc, ces grands principes-là sont importants, si on veut, pour nous si on veut, à respecter. Puis l'environnement de classe, ben, c'est un environnement qui est dynamique et qui est porteur de sens pour que les étudiants se sentent accueillis et qui est vraiment là, important pour favoriser, bien sûr et naturellement, la réussite scolaire de tous et toutes. Euh, En salle de classe, et la pédagogie inclusive peut amener vers là à notre humble avis. Donc, c'est ce qui nous a inspiré à mettre en place ce projet-là. Donc, on a soumis un projet qui aborde la pédagogie inclusive pour respecter les principes de l'énoncé de vision de EDI à l'été 2024. Donc, l'été dernier, on est comme basé sur ces grands principes-là. On doit s'intéresser à la pédagogie inclusive, là, où est-ce on a justifié notre projet de recherche à l'été 2024 suite à un appel à projet du CRIJAD pour financer puis pour favoriser le changement institutionnel en matière d'équité, de diversité et d'inclusion à l'Université de Montréal.
Puis, à l'été, à l'automne 2024, on a consulté des instances, là, des comités là, EDI à l'Université de Montréal, notamment le comité EDI de l'École de psychoéducation, le comité antiraciste et inclusif de l'École de travail social, le comité pour la sensibilisation des enjeux de justice sociale transnationale, qui nous ont aidés avec la réflexion puis aussi la méthodologie là, de ce projet-là. On a eu une rencontre notamment à l'automne 2024 avec des membres de ce comité-là pour parler du projet puis réfléchir à sa méthodologie. Puis on a aussi rencontré le Centre pédagogique universitaire là, à 2 reprises là, de l'Université de Montréal pour valider leur intérêt puis leur parler des suites de ce projet-là. Donc, plusieurs partenaires qui nous ont aidés à la réflexion, là, finalement. Puis plusieurs personnes qui ont mis leur main à la pâte, si on veut. Donc, c'était très important. Cas théorique maintenant. Bon, on parle de pédagogie inclusive. Qu'est-ce que c'est? Ben, la pédagogie inclusive, ce sont les techniques relationnelles ou les habiletés qui assurent une représentation et une considération de la diversité des étudiants et étudiantes diversifiés au niveau de leur expression, leurs conditions et leurs identités qui composent les salles de classe. Donc, vraiment selon des indicateurs sociodémographiques comme l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre, la condition sociale, l'âge, le statut migratoire, la langue, religion et appartenance à un groupe racisé. Donc, c'est vraiment de reconnaître, de considérer la diversité des étudiants et étudiantes présentes en classe. Donc, c'est sûr qu'on peut penser aux étudiants et étudiantes qui sont en situation de minorité ou qui peuvent être marginalisés au sein de leur communauté, mais c'est de reconnaître vraiment plus généralement la diversité des étudiants en classe, peu importe leur background. Donc, on peut concevoir que les techniques relationnelles ou les habiletés associées à la pédagogie inclusive, ça peut effectivement aider ça peut aider effectivement les étudiants et étudiantes qui sont marginalisés ou en situation de minorité au sein de leur environnement, mais ça peut favoriser la réussite ou du moins, ça peut favoriser la participation de toutes les étudiantes. Donc, on peut concevoir que ça, c'est vraiment comme, c'est bon pour tout le monde, là, en principe. On parle de méthodes variées pour assurer un climat de classe qui est favorable, inclusif et dynamique pour l'ensemble des étudiants et étudiantes. Donc, on peut vraiment là, référer à des techniques pour que les gens mettent leur voix dans l'espace, pour que les gens puissent être en mesure de participer, de critiquer le cours, d'avoir une part active pour être, pour vraiment participer au cours et s'engager, avoir un sentiment d'appartenance. Mais aussi, on parle d'une positionnalité de l'enseignante généralement en lien avec son matériel pédagogique ainsi qu'un regard critique envers son propre savoir et même son savoir-être vis-à-vis de ses étudiants et étudiantes. Donc, on parle vraiment d'une capacité autoréflexive par rapport au savoir, de s'inscrire, de connaître par exemple une position ou une posture au niveau, disons, une posture épistémologique, comme une posture décoloniale ou même une posture féministe ou transformative pour dire, ben moi, mon savoir, je le situe là et je vais l'amener à le concevoir puis à le comprendre d'une certaine manière. Donc, c'est sûr qu'il faut être vraiment comme, faut être au courant d'une posture particulière puis de l'appliquer aux théories qu'on enseigne, bien sûr. Puis aussi, plus généralement, de mettre en perspective, ben, qu'est-ce que je dois, moi, en tant qu'enseignant, enseignante, comment je dois agir auprès de mes étudiants et étudiantes pour qu'ils se sentent inclus, incluses en salle de classe. Ici, on a un modèle théorique de la part de Gale et ses collègues, qui sont des chercheurs-chercheuses en Australie, qui ont vraiment amené un peu une conceptualisation de la pédagogie inclusive sur 3 axes qui, pour nous, a quand même beaucoup de sens. Donc, donc en haut, on a les beliefs, donc les croyances envers la pédagogie inclusive, les croyances qui, fondamentalement, réfèrent à la croyance que tous les étudiants et étudiantes peuvent réussir en classe et qu'ils ont tous le pouvoir de réussir de manière équitable. Donc, on croit en la réussite de chacun chacune et on veut favoriser la réussite de chacun chacune. En bas à gauche, on a le design, donc les conceptions de la classe, les conceptions pédagogiques qui nous permettent de connaître ces étudiantes et d'adapter le matériel pédagogique à la présence de tous et toutes. Donc, c'est de savoir que, bon, ben, puisque j'ai une population de personnes autochtones ou LGBT ou culturellement diversifiées, ben, je vais proposer des ateliers ou du matériel pédagogique qui va être vraiment adapté en fonction de la connaissance de mes étudiants et étudiantes. Puis, on a aussi l'action. Donc, l'action, c'est vraiment d'être capable d'interagir de manière continue, de manière dynamique avec mes étudiants et étudiantes pour avoir du feedback, de travailler à l'environnement pédagogique pour que les étudiants ne soient pas passifs par rapport aux apprentissages, mais qu'ils puissent être amenés à critiquer puis mettre leur voix dans l'espace pour dire, ben moi, je pense que bon, ce matériel pédagogique-là ou cette modalité d'évaluation-là, peut-être que je pourrais y participer d'une certaine manière pour donner mon avis puis
puis donner du feedback. Donc, vraiment un peu une conversation là, euh, continue avec les étudiants et étudiantes pour adapter l'enseignement. Donc, c'est un peu les trois grands axes là, qui pourraient représenter une pédagogie inclusive. Je vous donne un exemple là, un peu d'une, mettons, une pédagogie inclusive là, très influente. Donc, ici, on a la théorie là, de Jenny Vogel, qui est une chercheuse à l'Université de Seattle, qui a vraiment qui a théorisé le Culturally Responsive Teaching, donc l'approche sensible à la diversité culturelle des étudiants et étudiantes, qui est vraiment une approche qui a vraiment influencé là, les paradigmes puis la philosophie d'une pédagogie dite inclusive, là, qui est vraiment informée au niveau de la diversité des étudiants et étudiantes et qui s'inscrit vraiment dans une posture particulière. Là. Donc, on pense vraiment à une posture donc, sensible à la culture des individus dans l'environnement de classe pour être d'autant plus inclusif. Donc, ça, c'est un exemple. La pédagogie inclusive, il y a quelques études qui ont évalué, qui ont constaté que ça peut favoriser le bien-être, la réussite et l'engagement scolaire des étudiants et étudiantes. Je vous ai mis un exemple ici d'une étude longitudinale chez des groupes d'étudiants et étudiantes en éducation supérieure, notamment en biologie, qui ont vraiment été, qui ont fait partie d'une cohorte là, où est-ce que des enseignants, enseignantes et le département s'étaient positionnés pour une pédagogie active auprès des étudiants et étudiantes, donc plus inclusive, et ils ont constaté que versus une cohorte antérieure qui n'avait pas bénéficié de tels principes pédagogiques, mais les résultats académiques étaient plus forts chez les étudiantes qui avaient bénéficié d'une pédagogie active et inclusive. Il n'y a pas beaucoup d'études, je vous avouerai, qui a vraiment fait des recherches longitudinales là, chez des cohortes d'étudiantes en enseignement supérieur, mais ça serait à développer, mais ça, c'en est une et c'est assez intéressant. C'est une étude qui a été réalisée dans le nord-est des États-Unis. Puis ça, c'est important parce que, en fait, aussi, il faut considérer aussi l'importance de la pédagogie inclusive dans un contexte où est-ce que il y a vraiment quand même des différences au niveau de la représentation et la réussite des étudiantes à l'université en fonction de plusieurs indicateurs socio-démographiques. Ben, l'accès au programme, bien sûr, pour des étudiants et étudiantes de classe sociale plus défavorisée va être déjà plus difficile à la base, mais une fois que les étudiants et étudiantes rentrent dans les programmes, on peut observer des inéquités au niveau de la représentativité, notamment dans les domaines de sciences et technologies. Il y a une sous-représentation des femmes qui est présente et on veut atteindre la parité, notamment dans ces programmes-là là, à l'Université de Montréal. Ça, c'est un exemple, mais aussi on parle de représentativité, une sous-représentation, par exemple, au niveau du corps professoral, notamment au Québec, là, où on observe que la représentation, on va dire la représentation des personnes des minorités culturelles au niveau du corps professoral, elle est de l'ordre de 10%. Donc c'est vraiment des fois même beaucoup moins que la représentation de la diversité culturelle au niveau des étudiants et étudiantes. Puis ça, c'est porteur de sens, puis ça donne un peu, en fait, c'est les modèles qu'on offre aux étudiants et étudiantes peuvent bien sûr influencer là, leur choix de carrière ultérieure et leur sentiment d'appartenance là, une fois qu'ils sont à l'université. Donc, c'est sûr qu'il faut considérer ça aussi. La problématique. Eh bien, on constate qu'il n'y a pas de guide, de ressources ou de formation structurante qui indique les meilleures stratégies pédagogiques et relationnelles pour adapter l'enseignement et le savoir des enseignantes ici à l'Université de Montréal. Donc, les ressources en pédagogie inclusive à l'Université de Montréal réfèrent vers des ressources externes. Donc, on n'a pas vraiment, là, si on veut, d'outils particuliers ici à l'université pour mobiliser les connaissances en lien avec la pédagogie inclusive et en faire la promotion. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va là, avec cette recherche-ci. Puis aussi, ben, plus largement, la définition puis la praxis, donc l'application dans le milieu de vie réel d'une pédagogie dite inclusive qui prend en considération le contexte particulier dans lequel se retrouve l'Université de Montréal, ça reste à être mieux compris puis mieux documenté. Donc, c'est sûr que fondamentalement, on veut mieux comprendre aussi comment s'opérationnalise là, une pédagogie là, dite inclusive, particulièrement là, à Montréal dans notre université. OK. La méthodologie de notre projet de recherche. Donc, suite à tout ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu mieux comprendre. Donc, nos objectifs, c'était de mieux comprendre les croyances et les principes derrière une pédagogie inclusive selon la perspective d'étudiants, étudiantes puis d'enseignantes, de documenter les conceptions et les tactiques associées à une pédagogie inclusive qui sont utilisées par les enseignants et enseignantes. Donc, c'est sûr que ça fait un peu, ça résonne avec nos trois axes là, de recherche, là, ou les trois axes de conception de la pédagogie inclusive comme popularisé là, par Gale et ses collègues. Puis aussi, on voulait vraiment déterminer les sources de mobilisation
des connaissances des enseignantes qui font la promotion de la pédagogie inclusive. Donc, d'où vient ce savoir-là, puis comment est-ce qu'on pourrait le mobiliser là, selon les participants, participantes là, à notre étude. Donc, c'est une recherche de type qualitative et exploratoire. Ce qu'on cherchait chez les participantes, c'était de un, des enseignants-enseignantes qui œuvrent en éducation supérieure, donc au cégep ou à l'université, qui ont vraiment une expertise, qui ont, du moins, qui on jugeait pas, c'était vraiment selon le jugement personnel là, des participants participantes, mais tu sais, qui jugent, qui ont une expertise au niveau de l'inclusion des étudiants et étudiantes diversifiés au niveau de leur expression, de leurs conditions et de leur identité. Donc, on cherchait vraiment des enseignantes qui, c'est ça, qui croyaient avoir cette expertise et aussi des étudiants et étudiantes dans un établissement d'éducation supérieure, donc cégep ou université, qui s'auto-identifient à une forme de diversité au niveau de leur expression, condition, identité. Donc, vraiment avoir un critère de, tu sais, bon, d'appartenir à une communauté marginalisée ou de représenter une forme de diversité pour vraiment donner un peu, avoir un peu du feedback puis avoir un regard très ancré sur comment des étudiantes là, de leur communauté pouvaient être intégrées en classe. Donc, c'est un échantillon qu'on a recruté par convenance, donc un peu par boule de neige là, en recrutant des individus par courriel. On a utilisé les canaux de communication, notamment du CRIJAD, puis aussi on a recruté des personnes là, par contact là, dans des milieux où est-ce que, bon, dans notre entourage, on connaissait des personnes qui nous ont référé à des gens qui détenaient une expertise, qui étaient comme, ah ouais, cette personne-là a vraiment développé des pratiques, fait que ça serait vraiment intéressant de les consulter. Donc, c'est comme ça qu'on a constitué notre échantillon. Donc, la méthode utilisée, donc on a fait des entrevues semi-structurées individuelles ou en groupe avec les participants, participantes. La stratégie analytique qui est toujours en cours, mais en gros, on a fait une analyse thématique de type inductive pour identifier les codes et les thèmes émergents à partir des transcriptions des entrevues. Donc, quels sont les thèmes fondamentaux et essentiels à partir de la pédagogie inclusive là, qu'on peut identifier? Qu'est-ce que les participants, participantes nous apprennent sur la pédagogie inclusive? Puis aussi, on a fait une analyse thématique de type déductive pour identifier les codes et les thèmes qui s'attachent à la théorie de Gale et ses collègues, donc sur les trois axes là, de croyance, de conception et d'action en lien avec la pédagogie inclusive. Donc, on est en train de faire ce travail-là en ce moment. Et vous allez voir un peu le résultat de ce travail-là à l'instant, qui est toujours en continu, mais les voici. Donc, au niveau des participants participantes, on a recruté 10 enseignantes qui détenaient une expertise en pédagogie inclusive. Donc, on a recruté 3 enseignantes au Cégep, une personne qui enseigne en philosophie, puis 2 personnes qui enseignaient en littérature. Et on a recruté 7 enseignantes à l'université. Donc, une professeure ou une professeure en sciences de l'éducation, un ou une professeure en sciences naturelles, ainsi que 5 chargés de cours en sciences humaines et sociales. Au niveau des étudiants et étudiantes qui représentaient une forme de diversité, on a recruté 2 étudiants et étudiantes de premier cycle universitaire qui provenaient du domaine des sciences naturelles, ainsi que 4 étudiants et étudiantes au cycle supérieur universitaire qui provenaient du domaine des sciences naturelles et sociales, pardon, du domaine des sciences humaines et sociales et une personne des sciences formelles. Voilà. Donc, pour un total de 16 participants, participantes. Donc, au niveau des codes et des thèmes repérés, bon, bien sûr qu'on demandait aux participants, participantes, pouvez-vous nous donner des exemples de pédagogie inclusive là, pour vraiment opérationnaliser les tactiques? Donc ici, on a une personne qui vraiment là, veut inclure les savoirs expérientiels et qui veut connaître ses étudiants et étudiantes là, dans sa salle de classe. Donc, quelqu'un qui me dit, puis dans ma salle de classe, c'est vraiment intéressant parce que j'ai beaucoup de diversité actuellement. J'ai des personnes trans dans ma classe, des gars qui deviennent femmes, des femmes qui deviennent hommes. J'ai des personnes non-binaires. J'ai des personnes de plusieurs cultures différentes. J'ai des personnes qui sont des baby boomers, qui ont genre des petits-enfants dans le groupe. C'est des réalités que, tu sais, moi, j'ai pas vécues. Je peux bien avoir lu là-dessus, mais le fait d'apporter cette expérience-là, ce savoir-là expérientiel aussi contribue à l'inclusion et à la diversité. Parce qu'on l'a, on peut discuter de cas concrets complètement variés, complètement éclatés. Ça donne une voix à des affaires qui auraient été invisibilisées. Donc, ici, on a vraiment un exemple d'une personne qui se positionne et qui reconnaît son background pour vis-à-vis ses propres étudiantes et qui amène là, ses étudiantes à mettre leur voix dans l'espace pour discuter de leur expérience, puis de cas qui vraiment amènent le savoir là, dans d'autres directions, là, donc qui vraiment fait foi d'une pédagogie inclusive. Ici,
On a une personne qui propose de repenser le milieu physique, donc qui nous dit pouvoir penser des espèces de projets qui seraient vraiment plus dynamiques, qui sortiraient de la salle de classe, investir aussi peut-être dans des séjours à l'extérieur, qui s'appliqueraient dans plusieurs cours. En sciences, il pourrait aller observer des phénomènes quelque part. Donc c'est ça, repenser l'environnement de la classe, en fait repenser le milieu éducatif. Donc, une personne, donc un professeur en littérature qui propose vraiment que de revoir un peu la conception du cours au niveau physique pour susciter l'engagement et l'intérêt des étudiants et étudiantes. Ici, on a une personne qui nous dit, qui vraiment met en valeur la diversité des intervenants et intervenantes en classe. Donc, qui dit, il y a un cours où on avait à chaque semaine des intervenants différents et des perspectives différentes, mais pas forcément une diversité d'outils, d'outillage pédagogique, je vais dire ça comme ça. Donc, on est vraiment là plus dans la représentativité au niveau des apprenants, apprenantes peut vraiment faire foi, effectivement, là, de représenter des voix qui peuvent être alternatives ou d'autres voix au niveau du savoir, là. Donc, ça amène à quelque chose d'un petit peu plus dynamique, là. Puis, bon, par expérience, moi, je pense que des conférenciers, conférencières, les étudiantes aiment vraiment ça, puis ça amène une ambiance qui est différente dans la salle de classe, là, clairement. Ici, on a soutenir les réflexions. Il y a quelqu'un qui me dit, puis moi, ce que j'essayais de faire dans la matière, c'est de donner les outils pour les expliquer, ces systèmes-là, puis les impacts que ça a sur leur vie. Puis donner les outils, les concepts, les théories pour mieux se comprendre eux-mêmes, mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Je trouve que c'est ça qui est autant éveillant. Ça amène tellement un gros éveil sur le monde dans lequel on vit. Donc, une personne chargée de cours à l'université en sciences humaines et sociales qui veut utiliser ces théories pour les appliquer là, dans le quotidien des personnes, donc de vraiment d'un peu capitaliser sur le parcours de vie des personnes, puis vraiment mettre ça en parallèle avec leur propre vécu pour susciter leur engagement. Puis, bon, ça permet de mettre en perspective aussi d'utiliser le savoir, le parcours des gens là, au sein en tout cas dans l'apprentissage. On a quelqu'un qui, un petit peu plus concrètement, veut favoriser l'affiliation entre les étudiantes de backgrounds variés. Donc, il dit, moi, j'adore faire les équipes comme ça parce que, tu sais, dans ma classe, tu as les quatre qui viennent d'Afrique, tu as les quatre qui viennent de France, tu as les quatre qui viennent de Bécomo, tu as les quatre qui viennent de Pessamit. Puis là, en faisant ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ben là, il y a vraiment un vrai mélange puis un contact avec d'autres choses qui les rassemblent, qui les ressemblent. Donc, on a quelqu'un qui veut vraiment bon, favoriser les échanges et les discussions entre gens de background différents, puis qui, plus largement, ça représente un peu l'idée que les espaces informels ou les espaces de discussion entre personnes viennent vraiment ajouter un caractère dynamique puis intéressant là, en classe. C'est sûr que, bon, il y a certains cours, est-ce que c'est plus... c'est pas possible, ou c'est plus compliqué de faire ça, mais juste simplement c'est ça, de retenir l'idée que bon, les conversations informelles puis les espaces de discussion sont très importants là, entre étudiants et étudiantes, bien sûr. Soutenir l'engagement par les intérêts. Donc ici, on a un exemple concret là, de conception là, adaptée aux étudiants et étudiantes, là, je vous dirais. Proposer des travaux équivalents pour une personne qui a plus d'intérêt pour faire certaines choses ou d'ouvrir un peu plus. Vous pouvez avoir une discussion dans ce travail-là qui n'est pas forcément sur le sujet du cours, mais qui va utiliser les concepts qu'on a vus dans le cours. Donc, de faire un petit peu plus de choix à l'expression personnelle des étudiants et des étudiantes pour ça. Donc, simplement tu sais, bon, de consulter les étudiants et étudiantes, puis surtout les personnes qui ont des intérêts particuliers pour réaliser un travail, là. Par exemple, de consulter les étudiantes, ça s'avère être, ça s'inscrit vraiment dans une stratégie de conception de la pédagogie inclusive. On a quelqu'un qui nous dit indiquer ses pronoms et demander ceux d'autrui. Je ne sais pas si ça s'applique, mais juste un prof qui dit ses pronoms au début d'un cours demande des pronoms aux étudiants, par exemple, ça serait de la pédagogie inclusive pour que personne ne se sente isolé ou exclu. Donc, bien sûr, ça favorise un peu une inclusivité là, en situant là, son genre et ceux d'autrui pour favoriser l'inclusion, là, bien sûr. Ce qui a émergé de notre analyse, c'est qu'on a repéré plusieurs compétences importantes que les gens nous ont nommées pour assurer une pédagogie inclusive. Donc, il y a des gens qui ont vraiment, beaucoup de participants, participantes ont mis en valeur là, le savoir-être là, des personnes là, qui, bien sûr, est très important pour avoir une certaine sensibilité à la diversité d'autrui. Donc, les mots empathie, bienveillance, la compassion, l'écoute active, l'humilité, le respect puis la sensibilité sont vraiment ressortis comme étant là, des compétences liées au savoir-être qui sont très, très importantes. Il faut connaître et adhérer à une posture particulière. Donc, comme je le nommais tantôt, déjà avoir une base de connaissances dans la posture choisie, quelqu'un qui nous dit ça. Puis aussi, comme on dirait qu'il faut vraiment vouloir passionnément faire ce choix-là, je trouve. Il faut vraiment le vouloir pour adopter ça. Donc, d'être vraiment passionné par une approche,
bien la connaître, c'est quelque chose qui est vraiment requis pour pouvoir, bien sûr, bien l'intégrer puis bien la mettre en place en classe. Quelqu'un qui nous dit d'être en mesure de responsabiliser les étudiants et étudiantes. Donc, de partir de leurs préoccupations, de leur demander quelles sont les compétences qu'ils ont besoin de développer, de les aider à développer eux-mêmes ces compétences-là, mais aussi de leur apporter un certain savoir disciplinaire qui va leur être utile dans la compréhension des faits dont ils vont se souvenir au travers de leur parcours professionnel. Donc, ce qu'on retient ici, c'est que la personne professeur a vraiment voulu que les étudiants et étudiantes s'approprient ces compétences-là et qu'ils vraiment comprennent qu'ils ont le besoin, que c'est un besoin pour eux aussi de développer ces compétences-là pour ensuite les mobiliser plus tard dans leur parcours académique ou leur parcours professionnel. Donc, ça suscite l'engagement et on vient vraiment un peu mettre l'étudiant là, dans un processus actif au niveau de l'apprentissage et non de manière et non passif, là, si on veut. Ici, on a une compétence qui touche au savoir-faire et au savoir-être, donc tu sais, d'être capable là, de faire des choses, mais aussi d'avoir une approche là, relationnelle qui est particulière, là, notamment au niveau de la création d'un espace sécuritaire, des habiletés de communication, de gestion de classe. Donc, on a quelqu'un qui nous dit des compétences de communication, c'est clair, probablement aussi compétences de gestion de classe, parce que tu as quelqu'un qui ne va pas nécessairement dans ce sens des postures-là inclusives, par exemple, qui le dit très haut et très fort. Si tu ne ramènes pas, tu peux vite faire dégénérer un climat de classe, en tout cas. Je pense qu'il y a une limite à la liberté d'expression quand on parle de sécurité, justement, au niveau de la classe. Donc, il faut aussi en être conscient, tout en ne voulant pas censurer ou restreindre cette liberté-là. C'est juste, il y a une fine ligne entre les deux, je pense. Puis il faut l'avoir, en être conscient ou savoir la naviguer, je dirais. Donc, bien sûr que devant des propos divergents, on peut avoir un peu des habiletés de space holding, tu sais, bien tenir l'espace pour accueillir les propos de tous et que tout le monde se sente bien inclus, ça demande, moi je vous dirais, par expérience, c'est un art, là. Il faut vraiment être capable de comme, bien ramener, de bien recadrer la conversation, de rencontrer des gens qui se seraient sentis inconfortables pour avoir leur opinion, puis de faire un retour en grand groupe. Donc, c'est vraiment ce qui est nommé par la personne participante et qui a beaucoup de sens dans comment on peut gérer une classe là, devant des propos qui pourraient être perçus différemment par certaines personnes. Des choses aussi très intéressantes qui ont émergé de l'analyse, ce sont tous les défis importants associés à la pédagogie inclusive. Parce que, bon, bien sûr que les grands principes et les grandes approches, c'est intéressant, mais il y a quand même des grands défis ou des grandes tensions là, par rapport au fait de vouloir les implanter. Donc, notamment les contraintes de temps, ça a été nommé à plusieurs reprises par les participantes, donc des gens qui nous racontent que, bon, bien sûr que c'est intéressant de revoir son enseignement, d'être passionné par une approche puis de vouloir la mettre en place, mais ça demande du temps de réflexion, du temps de modifier ses stratégies pour les rendre différentes, d'explorer des stratégies alternatives, de s'y approprier puis de les enseigner. Ça prend énormément de temps. On parle aussi d'une charge de travail qui est assez élevée. Donc, quelqu'un qui nous dit, moi, quand j'étais chargé de cours, je regardais c'était quoi être prof. Je trouvais que c'est une charge immense. Je trouve que c'est des gens qui travaillent vraiment beaucoup. Je pense que si c'est des façons de faire qui impliquent d'augmenter la charge de travail, peut-être que ça va être dissuasif de le faire. Donc, je pense que c'est quand même assez là, évoquant du temps des fois qu'on a, ou du moins de la charge que ça représente de bien s'outiller, de bien se former, puis de mettre en place des grands principes de pédagogie inclusive. Le manque de formation, notamment à l'Université de Montréal, a été vraiment nommé à plusieurs reprises. Donc, on n'a pas de formation ici à notre université qui est vraiment structurée pour amener là, la réflexion et former des gens en pédagogie inclusive. Puis aussi, de manière très importante, les modalités du cours donné. Donc, différents mots là, qui ont été mis là-dessus, mais notamment les cours en ligne ou les cours asynchrones qui ne permettent pas un dialogue qui est plus dynamique, où est-ce que bon, les cours asynchrones, on parle vraiment d'un cours qui peut être un petit peu plus passif, là, même en temps réel, là, lorsqu'on y assiste. Puis aussi, de manière très importante, la taille du groupe, ce qui peut être un très gros défi. Des fois, on se retrouve avec des cohortes ou des groupes de plus de 100 personnes, 200 personnes, donc ça peut être beaucoup plus compliqué d'adapter notre enseignement là, à une quantité très importante de personnes, de bien les connaître aussi, et de bien adapter son enseignement, là, bien sûr, lorsqu'on a beaucoup de personnes. De manière un petit peu plus particulière, on raconte aussi il peut y avoir une peur de la nouveauté. Donc, on dit, une personne qui dit, des fois aussi, au début, j'hésitais, tu sais, quand j'ai commencé à enseigner. Je trouvais ça vraiment stressant. Je vais prendre un exemple concret de la littérature Innu. Je trouvais ça stressant parce que c'était nouveau. C'était pas encore introduit dans les cours de tronc commun à l'université. Fait que je faisais ça en autodidacte. J'ai l'impression de défricher le terrain. Je voulais bien en parler. Je savais pas si je le faisais bien.
sais, c'était très, très nouveau. La nouveauté, en tout cas, me faisait quand même peur parce que je voulais être sûr de bien faire les choses. Donc, un peu, là, on a un exemple de la littérature et nous aussi, mais en échangeant avec des collègues sur des thèmes comme euh, la représentativité de la diversité sexuelle et de genre ou même la diversité culturelle, on peut avoir des sentiments d'insécurité là, par rapport à bien livrer le contenu ou à vouloir bien représenter les communautés desquelles on parle en salle de classe. Donc, cette insécurité-là, elle peut être vécue par plusieurs personnes. On nomme aussi la gestion du changement, donc une personne qui dit la gestion du changement. Je dirais que ça va être honnêtement la plus grosse embûche, le plus gros défi. Mais j'imagine bien que c'est répandu comme problématique, qu'il y a des gens qui ne voient pas l'intérêt de ça. Donc les participants, participantes, ça c'est un exemple, mais plusieurs se questionnaient aussi sur l'intérêt des enseignants, enseignantes plus récalcitrantes finalement à adopter des nouvelles postures ou des nouvelles stratégies pédagogiques pour l'inclusion. Donc c'est sûr que bien sûr ces approches-là s'inscrivent dans un contexte social et politique particulier et on peut aussi comprendre qu'en ce moment, là, bon, des fois, il y a un peu, il y a peut-être des enjeux au niveau de l'acceptabilité sociale de l'EDI aussi, là, au niveau culturel. Fait que ça peut entrer un peu en tension là, avec comment on peut proprement là, adopter ces stratégies-là par l'ensemble d'une communauté d'enseignants-enseignants. On peut aussi situer des défis au niveau des institutions d'enseignement là, de manière générale. Donc, on parle de contraintes administratives. Donc, on dit l'administration, le défi vraiment, c'est l'administration, c'est le cheminement institutionnel. Il faut passer par la tête du département. Excusez-moi, il y a un petit mot qui manque ici, mais faut passer par la tête du département et l'approbation de tête département. Vraiment, cette pyramide institutionnelle de bureaucratie, c'est le plus grand frein vers un environnement plus tolérant et inclusif de la réalité sociale, en fait. Donc, pour ceux ou celles ou celles qui ont effectivement là, participé à des comités équité, diversité, inclusion ou qui ont voulu proposer des stratégies en EDI, ça peut être extrêmement long, effectivement, que ça s'implante. Puis pour des raisons légitimes, là, bien sûr que pour changer les pratiques, on peut pas faire ça du jour au lendemain, mais ça reste quand même un défi, là, bien sûr. On nomme aussi les conditions de travail des employés au sein de l'institution. Donc, une personne qui nous dit, à ce moment-là, c'est comme si tu utilisais si tu utilisais un peu la condition des gens pour montrer que tu as une ouverture d'esprit, mais dans les faits, il existe un clash entre les conditions de travail de tes professeurs, de tes chargés de cours, et puis entre leurs conditions de travail et l'effort qu'on leur a demandé. Alors ça, je pense qu'aussi, il y aurait peut-être lieu de discuter avec le syndicat des chargés de cours puis le syndicat des professeurs et professeurs d'université pour comprendre comment, des fois, il existe un hiatus entre l'expression de ces principes-là, puis les conditions qui ne permettent pas à ces principes-là de s'implanter réellement et puis de se traduire par une pédagogie. Donc, notamment les contraintes là, en termes là, de temps, la charge de travail qui ne permet pas, là, à proprement dit, là, de développer une posture le plus inclusive au niveau de l'enseignement. Des défis importants qui sont situés au niveau des étudiants et étudiantes, donc des étudiants qui, des fois, réagissent par rapport au principe de pédagogie inclusive. Donc, une personne qui dit, c'est une grande remarque que je me suis fait faire avec mes fameux questionnaires de rétroaction à la fin de la session dernière. Ça va lentement. Puis ces prises en compte-là d'étudiants, c'était certaines méthodes pédagogiques aussi qui étaient pointées du doigt en disant, pour vrai, on peut en prendre plus. Donc, même si les principes ou les techniques de pédagogie inclusive, ça peut inclure plus d'étudiants et étudiantes là, de manière générale, ça a le potentiel d'inclure plus d'étudiantes. Il y a aussi, ça a aussi le potentiel que ça peut freiner des étudiants et étudiantes aussi selon l'avis de certaines personnes. J'ai eu personnellement aussi une rétroaction, quelques rétroactions d'étudiants et étudiantes qui étaient comme, ben, prendre l'avis de tout le monde, ça ralentit le rythme. En tout cas, donc il y a un peu quelque chose au niveau des fois de la démarche, de l'application de la démarche qui peut être indésirable du point de vue de certaines personnes. Il y a quelqu'un qui me dit aussi, si je vais avec mon angle des troubles d'apprentissage encore, ce qui me vient en tête spontanément, c'est, je pense, c'était cet automne des étudiants super performants qui veulent avoir la cotère pour aller dans des programmes contingentés, qui sont vraiment irrités par des méthodes pédagogiques que j'utilise pour favoriser le plus grand nombre finalement, et qui ralentissent le groupe ou qui favorisent des gens. Cet exemple-là est quand même assez parlant du système dans lequel on vit, où est-ce qu'il y a des étudiants et étudiantes qui sont plus performants, qui veulent se démarquer pour entrer dans des programmes ou avoir certaines bourses et qui finalement dénoncent que le fait d'avoir des mesures qui favorisent le succès ou la réussite de tous, ben, ça fait que bon, la moyenne est plus relevée et donc les étudiants et étudiantes se démarquent moins, là. Donc ça, c'était un peu les défis qu'on a recueillis de la part des participants participantes. On leur a aussi demandé, ben,
comment vous êtes formé là, pour comprendre vos connaissances ou ben, en tout cas pour avoir toutes ces connaissances-là à propos de la pédagogie inclusive. Donc, bon, il y a des gens qui ont parlé de leur propre savoir expérientiel là, en lien avec ces principes-là. Donc, quelqu'un qui me dit, ben, tu sais, je te mentirai pas, moi-même, je suis une personne racisée. À cause de mes expériences, je pense que j'avais déjà une sensibilité par rapport à ces enjeux-là. Donc, c'est sûr que notre propre position nous amène à être plus sensible euh, lorsqu'on provient bon, d'une communauté marginalisée ou en situation de minorité. Il y a des gens qui nous disent être simplement curieux envers leur propre matière, envers la matière du cours et qui veulent développer leurs aptitudes pédagogiques. Certaines personnes qui parlent de prise de conscience lors de leur propre cheminement académique. On a notamment une personne qui parle que son examen doctoral a été a vraiment situé son savoir et qui l'a amené ça a amené cette personne-là à le critiquer. L'implication dans les comités en lien avec l'EDI, ça a été vraiment particulièrement formateur pour des personnes. On parle aussi de discussions informelles avec des collègues de travail, donc des échanges pour dire ben, comment est-ce que tu as intégré ces principes-là ou ces personnes-là. Là. Donc, il y a des fois des cas de figure d'étudiants et étudiantes qui nous amènent à voir comment on peut aller plus loin dans notre enseignement. Le cheminement académique personnel des participants, participantes, bien sûr. Donc, je me compare, j'ai été étudiant, étudiante, donc j'ai eu une chargée de cours qui a enseigné d'une telle manière et moi, je veux enseigner différemment. Donc, ça a été nommé là, par quelques participantes. Puis aussi, une personne qui a parlé de lecture particulière, là, notamment la lecture de Paulo Freire qui parle de la pédagogie des opprimés. On a aussi l'ouvrage de Bell Hooks, Apprendre à transgresser, donc des ouvrages au niveau réflexif là, qui a amené vraiment les personnes à se former. Là. Une petite figure ici qui un peu reflète le savoir qui a été développé par la recherche, tu sais, en termes là, de bon, j'ai repris là, les trois axes là, de Gale ici, là, mais en ajoutant que bon, ces trois axes-là vont bien sûr être informés par le savoir, le savoir-faire et le savoir-être au niveau des compétences là, des personnes là, qui enseignent en classe, que en haut à gauche, les opportunités de formation, de développement professionnel vont être extrêmement importantes pour développer ce savoir-là, mais qu'il y a des défis aussi qui sont vraiment en tension, là. Ça, c'est très, très important. Je pense que il y a beaucoup d'écrits qui valorisent la pédagogie inclusive, puis je pense qu'on peut tout à fait s'entendre puis être d'accord que ça peut être aidant d'appliquer une pédagogie inclusive à la géométrie variable, mais ça reste que c'est en tension toujours avec la société dans laquelle on vit au niveau de la performance, au niveau de la disponibilité, le temps qu'on peut mettre pour vraiment développer ces aptitudes-là. Et c'est très important là, de les prendre en considération puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire malgré tout, là, malgré notre charge de travail, malgré le temps qui nous manque là, des fois. Les participants participantes ont nommé quelques stratégies de mobilisation et de promotion des ressources en lien avec la pédagogie inclusive qui pourraient être pertinentes. D'ailleurs, durant la discussion là, suite à la conférence, là, ça pourrait être pertinent que vous me dites qu'est-ce que vous en pensez ou si vous avez d'autres idées, mais euh, donc on a nommé notamment mettre en œuvre des outils de soutien d'accompagnement, des capsules témoignages ou un guide pédagogique. Le guide pédagogique en ligne, c'était un peu notre idée originalement, mais là, bien sûr que ça a évolué et qu'on a des résultats qu'on est comme, mais qu'est-ce que ce serait la meilleure stratégie? Est-ce qu'un guide qui est sur un site web, c'est la meilleure stratégie? Capsule témoignage, ça pourrait être un petit peu plus dynamique, justement, pour mettre en scène là, des gens qui ont vraiment une pédagogie inclusive et qui voudraient la partager à d'autres personnes. On pense aussi à une formation là, plus structurée faite par le Centre pédagogique universitaire à propos de la pédagogie inclusive, donc vraiment là, précisément sur les thèmes de pédagogie inclusive en classe. On pourrait aussi penser à une ressource d'accompagnement, un centre de service là, à même l'Université de Montréal qui accompagne et qui outille des personnes à propos de la pédagogie inclusive. On parle aussi d'activités dynamiques, donc des journées pédagogiques ayant pour thème la pédagogie inclusive, là, qui soit interfacultaire ou interdépartementale pour jaser de tout ça. Des événements, on reprend un peu les mots d'une personne ici, mais c'était assez pertinent, là, événements en vrai, avec du vrai monde qui parle des vraies affaires. Donc, tu sais, de vraiment échanger sur ben, c'est quoi les freins par rapport à la pédagogie inclusive, les défis, comment est-ce qu'on peut aller au-delà des défis, tout ça. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir des journées pour se parler de ça et de réfléchir ensemble. De parler de la pédagogie inclusive sur les réseaux sociaux, donc de faire des articles, euh, donc des articles de mobilisation des connaissances à ce niveau-là, aussi de parler de ça à travers les réseaux sociaux. Et de continuer la recherche, bien sûr, donc faire des études longitudinales à propos des effets de la pédagogie inclusive chez les groupes d'étudiants et étudiantes, donc de continuer à faire de la recherche là-dessus.
Notre recherche comporte quelques limites malgré tout, donc la validité conceptuelle de la pédagogie inclusive peut être problématique. Donc, bien sûr qu'on parle là, d'un concept là, qui est très, très large là, dans qu'est-ce qu'il est dans son essence et qu'on peut vraiment le définir de toutes sortes de manières. Puis d'ailleurs, nos données là, reflètent un peu le caractère, ça peut être compris différemment par plusieurs personnes, donc c'est sûr que c'est une limite. Il y a une limite au niveau de notre devis de recherche, donc on a fait des entrevues semi-structurées. C'est sûr que ça aurait été intéressant d'aller peut-être même d'aller observer, faire de l'observation en classe, d'aller un petit peu plus loin au niveau de la recherche qualitative, au niveau ben, c'est ça, des méthodes qu'on a utilisées. Il y a une surreprésentation ou une sous-représentation de certains domaines d'études ou de recherche parmi les participants. Donc, ça influence bien sûr comment les participantes pouvaient donner des exemples au niveau de la pédagogie inclusive. Donc, c'est sûr que chez les profs, notamment, ou chez les chargés de cours, il y avait un peu une surreprésentation là, des domaines des sciences humaines et sociales. Tandis que chez les étudiants qu'on a interviewés, il y avait un peu moins d'étudiantes en sciences humaines et sociales et plus d'étudiantes des sciences naturelles. Donc, c'est sûr que c'est d'aller chercher, ça aurait été intéressant d'aller chercher plus de domaines là, au niveau des participantes. Et bon, c'est un échantillon de convenance. Donc, bien sûr que les personnes qui ont participé, c'est des gens très motivés en lien avec la pédagogie inclusive. Donc, ça aurait été intéressant peut-être aussi d'aller chercher des personnes qui vraiment qui sont plus récalcitrantes ou du moins d'avoir vraiment des participantes qui ont d'autres backgrounds, bon, en tout cas, de différents profils, là, bien sûr. Voilà, ben, j'ai terminé. Donc, ça va être la période de questions et de discussions. Merci pour votre écoute.